Robert Louis Stevenson, L'île au trésor. 5e partie, Mon aventure en mer. Chapitre 27, pièce de 8. Vu la bande que donnait le navire, les mâts penchaient longuement au-dessus de l'eau, et juché sur mes barres de perroquet, je n'avais sous moi que l'étendue de la baie. Hens, qui n'était pas si haut, se trouvait par conséquent plus près du navire, et il tomba entre moi et les bastingages. Il reparut une fois à la surface dans un tourbillon d'écume et de sang, puis s'enfonça de nouveau pour de bon. Quand l'eau se fut éclaircie, je l'aperçus confusément affalé sur le fond de sable fin et clair, dans l'ombre projetée par le flanc du navire. 2 ou 3 poissons filèrent le long de son corps. Par instant, grâce à l'ondulation de l'eau, il semblait remuer un peu, comme s'il essayait de se lever. Mais il était bien mort, à la fois percé de balles et noyé, et il s'apprêtait à nourrir les poissons sur les lieux mêmes où il avait projeté de m'égorger. Sitôt convaincu du fait, je commençais à me sentir vertigineux d'épuisement et d'horreur. Le sang tiède ruisselait sur ma poitrine et sur mon dos. Le poignard, à l'endroit où il avait cloué mon épaule au mât, me brûlait comme un fer rouge, et néanmoins, ce qui me torturait, ce n'était pas cette souffrance physique que j'aurais, à elle seule, supportée sans murmure, c'était la peur qui m'emplissait l'esprit, de tomber des barres de perroquet dans cette immobile eau verte. Je me cramponnais des 2 mains avec une force à m'endolorir les ongles et fermais les yeux pour ne plus voir le danger. Insensiblement, je recouvrais mes esprits. Mon pouls apaisé reprit une cadence plus naturelle et je me sentis de nouveau en possession de moi-même. Ma première pensée fut d'arracher le poignard, mais soit qu'il tint trop fort, soit que le cœur me faillit, j'y renonçai avec un violent frisson. Chose bizarre, ce frisson même opéra ma délivrance. Il s'en était fallu d'un rien, en effet, que la lame me manqua tout à fait. Elle me retenait par une simple languette de peau, que ce frisson déchira. Le sang coula plus rapidement, il est vrai, mais j'étais redevenu mon maître et ne tenais plus au mât que par ma vareuse et ma chemise. Je les arrachai d'une secousse, puis regagnai le pont par les haubans de tribord. Pour rien au monde, je ne me serais aventuré de nouveau, ému comme je l'étais, sur les haubans surplombants de bâbord, d'où Israël était tombé si récemment. Je descendis en bas et bandai comme je pus ma blessure. Elle me faisait beaucoup souffrir et saignait toujours abondamment, mais elle n'était ni profonde ni dangereuse et ne gênait guère lorsque je me servais de mon bras. Puis je regardai autour de moi, et comme le navire était devenu en quelque sorte ma propriété, je songeais à le débarrasser de son dernier passager, le mort O'Brien. Il avait culbuté, comme je l'ai dit, contre les bastingages, où il gisait pareil à quelques hideux pantins disloqués, de grandeur naturelle certes, mais combien éloigné des couleurs et de la souplesse de la vie. Dans cette position, j'en vins à bout facilement, et mes aventures tragiques ayant par l'habitude fort émoussé mon horreur des morts, je le pris à bras le corps tel un vulgaire sac de son, et d'une bonne poussée l'envoyai par-dessus bord. Il s'enfonça avec un plouc retentissant, perdant son bonnet rouge qui se mit à flotter à la surface. Dès que l'eau eut repris son niveau, je vis O'Brien côte à côte avec Israël, tous deux agités par le mouvement ondulatoire de l'eau. O'Brien, malgré sa jeunesse, était très chauve. Il gisait là, sa calvitie posée sur les genoux de l'homme qui l'avait tué, et les poissons rapides évoluaient capricieusement sur tous deux. J'étais désormais seule sur le navire, la marée venait de renverser. Le soleil était si près de se coucher que déjà l'ombre des pins de la rive ouest s'allongeait tout en travers du mouillage et mettait sur le pont ses découpures. La brise du soir s'était levée et bien qu'on fût ici protégé par la montagne aux 2 sommets, située à l'est, les cordages commençaient à siffler une petite chanson et les voiles flasques battaient çà et là. J'aperçus le danger que courait le navire. Je me hâtais de filer les focs et les amener en tas sur le pont, mais ce fut plus dur avec la grand voile. Bien entendu, lors du chavirement de la goélette, le gui avait sauté en dehors du bord, et sa pointe même plongeait sous l'eau avec 1 pied ou 2 de la voile. Cette circonstance augmentait encore le danger, mais la tension était si forte que je craignais presque d'intervenir. Enfin, je pris mon couteau et coupai les drisses. Le pic d'artimon tomba aussitôt, la voile s'étala sur l'eau comme un grand ballon vide, mais ensuite j'eus beau tirer, il me fut impossible de remuer le halba. J'avais accompli tout ce dont j'étais capable, pour le reste l'Hispaniola devait s'en remettre à la chance comme moi-même. Pendant ce temps, l'ombre avait envahi tout le mouillage. Les derniers rayons du soleil, je m'en souviens, jaillirent par une trouée du bois et jetèrent comme un éclat de pierreries sur la toison en fleurs de l'épave. Il commençait à faire froid. La marée fluait rapidement vers la mer et la goélette se couchait de plus en plus sur le côté. À grand-peine, je gagnais l'avant où je me penchais. L'eau semblait assez peu profonde et pour plus de sûreté, me tenant des 2 mains à la mare coupée, je me laissais doucement glisser par-dessus bord. L'eau me venait à peine à la poitrine, le sable était dur et couvert de rides, et je passais allègrement le gué jusqu'au rivage, laissant l'Hispaniola sur le flanc, avec sa grand voile large étalée à la surface de la baie. Presque aussitôt, le soleil acheva de disparaître, et la brise se mit à siffler dans le crépuscule parmi les pins frémissants. En fin de compte, j'étais hors de la mer, et je n'en revenais pas les mains
main vide. La goélette était là, libre enfin de flibustier et prête à recevoir nos hommes et à reprendre le large. Je n'avais plus d'autre désir que de me voir rentrer à la palanque où je me glorifierais de mes exploits. On pouvait bien me blâmer un peu à cause de ma fugue, mais la reprise de l'Hispaniola était un argument sans réplique, et j'espérais que le capitaine Smollett lui-même avouerait que je n'avais pas perdu mon temps. Mis en excellente humeur par cette idée, je me disposais à retourner au blocos auprès de mes compagnons. Je me rappelais que la plus orientale des rivières qui se déversent dans le mouillage du capitaine Kidd venait de la montagne à 2 sommets situés sur ma gauche, et je me dirigeais de ce côté afin de passer le cours d'eau à sa naissance. Le bois était fort praticable et en suivant les contreforts inférieurs de cette montagne, je l'eus vite contourné. Peu après, je traversais le ruisseau qui me venait à mi-jambe. Cela me conduisit tout près de l'endroit où j'avais rencontré Ben Gunn, le marron, et je marchais avec plus de circonspection, ayant l'œil de tous côtés. La nuit était presque complète, et lorsque je débouchais du col situé entre les 2 sommets, j'aperçus dans le ciel une réverbération vacillante. Je supposais que l'homme de l'île était là-bas, à cuire son souper sur un brasier ardent. Toutefois, je m'étonnais en mon fort intérieur qu'il se montrât si imprudent, car si j'apercevais cette radiation, ne pouvait-elle aussi frapper les yeux de Silver, campé sur le rivage du Marigot? La nuit s'épaississait par degrés. C'est tout au plus si je pouvais me guider approximativement vers mon but. Derrière moi, la double montagne et la longue vue sur ma droite devenaient presque indistinctes. On voyait à peine quelques faibles étoiles, et sur le terrain bas que je parcourais, je trébuchais sans cesse contre les buissons et tombais dans des trous de sable. Soudain, une lueur vague se répandit autour de moi. Je levai les yeux. Une pâle clarté lunaire illuminait le sommet de la longue vue. Peu après, un large disque argenté surgit derrière les arbres. La lune était levée. Favorisé par cette circonstance, je franchis rapidement le reste du trajet. Dans mon impatience de me rapprocher de la palanque, je marchais et courais alternativement. Toutefois, en pénétrant dans le bois qui la précède, je ne fus pas assez étourdi pour ne pas ralentir et m'avancer avec plus de prudence. C'eût été piètrement finir mes aventures que d'attraper une balle des nôtres par méprise. La lune s'élevait, sa lumière tombait çà et là en flaques dans les parties moins épaisses du bois, et juste devant moi, une lueur d'une teinte différente apparut entre les arbres. Elle était d'un rouge ardent et s'obscurcissait un peu de temps à autre, comme si elle fût provenue des tisons d'un brasier expirant. Malgré tous mes efforts, je ne devinais pas ce que ce pouvait être. J'arrivais enfin aux limites de la clairière. Son extrémité ouest était déjà baignée de clair de lune, le reste, avec le blocos même, reposait encore dans une ombre noire que rayaient de longues stries de lumière argentée. De l'autre côté de la maison, un énorme feu s'était réduit en braise vive, dont l'immobile et rouge réverbération formait un vigoureux contraste avec la blanche clarté de la lune. Pas un bruit humain, nul autre son que les frémissements de la brise. Je m'arrêtais avec beaucoup d'étonnement, et peut-être aussi un peu d'effroi. Ce n'était pas notre usage de faire de grands feux. Nous étions, en effet, par ordre du capitaine, assez regardants sur le bois à brûler, et je commençais à craindre que les choses n'eussent mal tourné en mon absence. Je fis le tour par l'extrémité orientale de la palanque, en me tenant tout contre, dans l'ombre, et à un endroit propice, où les ténèbres étaient plus épaisses, je franchis la clôture. Pour plus de sûreté, je me tins à 4 pattes et rampai sans bruit vers l'angle de la maison. En approchant, j'éprouvai un soudain et grand soulagement. Le bruit n'a rien d'agréable en soi, et je m'en suis souvent plaint à d'autres moments, mais en cette minute-là, ce me fut une musique céleste que d'entendre mes amis ronfler avec ensemble, d'un sommeil si profond et paisible. Le cri maritime de la vigie, ce beau « ouvre l'œil » ne parut jamais plus rassurant à mes oreilles. Néanmoins, une chose n'était pas douteuse. Il se gardait de façon exécrable. Que Silver et ses amis fussent survenus maintenant au lieu de moi, pas une âme n'aurait vu lever le jour. Voilà ce que c'est, pensais-je, d'avoir un capitaine blessé. Et, une fois de plus, je me reprochais vivement de les avoir abandonnés dans ce danger avec si peu d'hommes pour monter la garde. Cependant, j'étais arrivé à la porte. Je m'arrêtai, il faisait tout noir à l'intérieur, et mes yeux n'y pouvaient rien distinguer. Par l'ouïe, je percevais le tranquille bourdon des ronfleurs, et par intervalles un petit bruit, un trémoussement et un béquettement dont je ne pouvais déterminer l'origine. Les bras tendus devant moi, je pénétrais sans bruit. J'irais me coucher à ma place, pensais-je avec un petit rire muet, et m'amuserais à voir leur tête quand ils me découvriraient au matin. Mon pied heurta quelque chose de mou. C'était la jambe d'un dormeur, qui se retourna en grognant, mais sans se réveiller. Et alors, tout d'un coup, une voix stridente éclata dans les ténèbres. Pièce de 8, 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 et ainsi de suite, sans arrêt ni changement, comme un cliquet de moulin. Le perroquet vert de Silver, capitaine Flint, c'était lui que j'avais entendu becqueter un morceau d'écorce. C'était lui qui, faisant meilleure veille que nul être humain, annonçait ainsi mon arrivée par sa fastidieuse rengaine. Je n'eus pas le temps de me reconnaître. Au cri aigu et assourdissant du perroquet, les dormeurs s'éveillèrent et bondirent. Avec un énorme juron, la voix de Silver cria « Qui vive ?» Je tentais de fuir, me jetai violemment contre quelqu'un, reculai et courus droit entre les bras d'un second individu qui les referma et me retint solidement. « Apporte une torche, Dick !» ordonna Silver lorsque ma capture fut ainsi assurée. Et l'un des hommes sortit de la maison pour rentrer presque aussitôt porteur d'un brandon enflammé.